hello to everyone. I'm Daniela Elstner, Executive Director of Unifrance. I'm very happy to be here and introduce this very interesting panel that we are co-organizing together with Shoot the Book. And it's part of our panel season from Unifrance, where we invite artists, film directors, actors, actresses, but also producers to discuss, because right now, of course, we are all at home and we all want only one thing, is go back to cinema and see films where they belong in theaters. And but waiting for that, I think it's good that we have moments of exchange, and I'm very happy that we have tonight for you Aïssa Maïga, who will be discussing with Didier Alouche, and it will be passionate and interesting. You will have a direct translation down at the translation button, so if you want to listen to our great translator for everything in English, you can. If you want to listen in French, you can also. So you have the possibilities. So thanks for our partners from the Shoot the Book. And I will now give immediately, well, the micro, not really, but maybe, I don't know how to say that. I pass on to Gaëtan Bruel, who is the cultural counselor of the French embassy. And I think he speaks out of New York, but I'm not even sure, but I think so. So thanks to all of you for listening. Thanks, Aïssa. Thanks, Didier. Have a nice, great talk. And it's also on Facebook Live, and you will be able to listen and to catch up with things after. So I let you talk, discuss, and dream. Bye-bye. Thank you. Thank you, Daniela, and hi, everyone from New York, where I am. So my name is Gaëtan Bruel, and I'm the director of the cultural services of the French embassy for the US. At the cultural services, we often work in stealth mode. With 10 offices across the US, we create partnerships behind the scenes to unite band French artists and American cultural institutions with the goal of bringing French culture to you. We have a hand in French theater productions, film festivals, also talks, grand programs, and I could go on, but really today we are gathered virtually for one of our favorites, which is Shoot the Book Los Angeles. During our annual Shoot the Book program, French rights managers meet with film professionals across the Atlantic to figure out how they might together use books as a blueprint for amazing films and TV series. And today, as Daniela just mentioned it, with the world stuck at home, film producers are mining the richness of literature more than ever. And when the book being mined are by great French and Francophone writers, such as our wonderful guest today, actress, director, and writer Aïssa Maïga, we at the Cultural Services couldn't be happier, because it creates an opportunity for real cross-cultural exchange. And we hope that you too gain new perspective from Shoot the Book Los Angeles and enjoy today's discussion in particular. Finally, I would like just to extend our gratitude with Daniela to our co-organizers and supporters. First, Unifrance, of course, which does an extraordinary job to promote French films outside France, but also the Institut Français, the SELF, the BIEF, Ultra Speaking, and French in Motion. Un grand merci to all of them. Thank you, and I'm very happy now to pass the mic, to give the floor to Didier Alouche. Bonjour, bonjour à tous. Hello, everybody. So you know the drill. If you want to continue in English, very simple. You have a little button at the bottom of the screen, interpretation. You just click it and you switch to English. But avec Aïssa, on va parler français. Bonjour Aïssa, comment ça va? Hello, how are you? Ça va très bien. Vous êtes à Paris, c'est ça? Oui, je suis actuellement à Paris. Bon, ici à Los Angeles, il fait à peu près 19-20 degrés. Je ne veux pas vous embêter avec ça. C'est pas sympa, ça dit. Oui, je sais. Ouais. Alors, on espère très, très vite que tout rentre dans l'ordre et que très bientôt, l'année prochaine, Shoot the Book, ça sera ici à Los Angeles. Et promis, on vous fait venir. OK? Avec plaisir. Alors, bon, on va faire très vite. Hein. Je ne vais pas vous présenter. Tout le monde vous connaît. Vous êtes une actrice qui est devenue… bon, attention, les compliments, ça va tomber là. Essentielle au cinéma français, je dirais au cinéma européen dans sa globalité. Vous avez tourné avec…
va y aller très vite, Clapiche, Haneke, Cristina Comencini en Italie, avec Gondry, avec Abderrahmane Sissoko, avec j'aurais Clioré aussi, et puis Lucien Jean-Baptiste aussi, le gros succès commercial. Vous avez été dans toutes sortes de cinéma, vous êtes une actrice extrêmement diverse, vous êtes aussi auteur, vous avez écrit un livre, un essai, Noir n'est pas mon métier, dont on parlera un petit peu plus tard. Vous êtes réalisatrice, vous travaillez sur l'adaptation de ce livre maintenant. Mais c'est ni à l'actrice, ni à la réalisatrice, ni même à l'auteur que je vais poser la première question. Je vous ai déjà rencontré, on s'est déjà parlé, on va vous dire la vérité, on se dit-tu dans la vraie vie, mais c'est pas… on va le faire. Et continuons sur le vouvoiement, c'est so chic. Voilà. Je sais que vous aimez le cinéma avec passion, je sais que vous êtes cinéphile à fond. Et là, on est sur Shoot the Book. Shoot the Book, c'est une opération que j'ai couverte plusieurs fois en tant que journaliste ici. C'est fascinant, c'est passionnant. On passe du temps en tant que journaliste avec des éditeurs, des auteurs. On parle, on les voit parler avec quand c'est possible en vrai, avec des producteurs américains, avec des scénaristes, avec des réalisateurs. On voit l'interaction entre le livre français et la production américaine. C'est assez fascinant à voir parce qu'une adaptation de livre en film, ce n'est pas vraiment la même chose qu'un scénario direct. Est-ce que, en tant que cinéphile, vous voyez quelque chose de différent quand c'est une adaptation à l'écran plutôt qu'un scénario original? Oui. Ce qui est souvent très visible dans le cas des adaptations, c'est la richesse de la backstory. La richesse de ce qui est là en profondeur de champ, qui n'est pas forcément donné directement dans les dialogues, les attitudes ou les interactions des personnages entre eux, mais il y a une richesse supplémentaire, comme si en fait le travail que les acteurs et les actrices font quand ils s'emparent d'un scénario était déjà en partie fait parce qu'il y a la richesse du livre derrière. Donc moi, c'est une… Et puis, bon, entre le livre original et puis l'adaptation, c'est un peu la différence. Bon, c'est un peu forcé peut-être hein, comme comparaison, mais entre le premier et le Second Testament. Un peu lourd. Je n'y connais absolument rien. mais oui, je dirais qu'il y a une richesse parce que c'est un matériau dans lequel on peut aller puiser et rechercher des choses qui ne seront pas visibles au premier abord sur l'écran, mais qui seront là dans l'incarnation proposée et dans l'invisible, dans tout ce qui fait la richesse d'une interprétation au-delà de ce qui se voit immédiatement. Je vais continuer là-dessus, mais j'ai juste oublié un petit détail. Vous pouvez poser vos questions. Hein. Vous allez dans Q&A en bas, vous tapez vos questions et moi, je les retransmettrai. Ce visible, cet invisible, ça dépend de l'œuvre. C'est-à-dire que si l'œuvre est connue, par exemple, vous avez bossé sur L'écume des jours, si c'est un truc gros comme ça, ou si c'est une œuvre un peu moins connue par les Français comme le film de Chiwetel, est-ce que la responsabilité vient aussi de l'importance de l'œuvre? Oui, c'est sûr qu'il y a une pression initiale. Pour reprendre l'exemple de L'écume des jours, c'est vrai que c'est un texte majeur, un texte très célèbre en France. C'était aussi, dans le cas de Michel Gondry, une œuvre qui avait marqué très fortement son adolescence. Donc, il y a comme ça une espèce d'aura autour du projet qui est différente de quand il s'agit simplement, entre guillemets, d'un scénario. Et l'aura de l'œuvre initiale, elle ne quitte pas le projet. Et ça peut être parfois une sorte de rampe de lancement incroyable, mais ça peut aussi être quelque part une ombre sur le projet, parce que c'est très difficile de restituer, enfin, d'aller au-delà de ce qui est dans un roman à travers un film. Surtout quand le roman en question est un classique. C'est très bien cette idée d'ombre. Elle est là tout le temps? Elle est là même quand on bosse, même quand on est… parce que les journées de tournage, c'est une journée de tournage, avec ses difficultés, ses joies et tout ça, le boulot, quoi, le vrai. Est-ce que l'ombre de l'œuvre est quand même là? On va reprendre l'exemple de L'écume parce que c'est un exemple que tout le monde connaît. Est-ce que quand on joue une scène, je ne sais pas, je vous laisse choisir la scène que vous voulez prendre, est-ce qu'on pense, est-ce qu'on se dit, ah, mais attention, quand j'ai lu le bouquin, quand j'étais gamine au lycée, c'était comme ça, ou quand je l'ai relu plus tard pour me préparer, c'était comme ça. Est-ce que ça revient? Est-ce que ce truc-là revient quand c'est une œuvre aussi importante? C'est on et off, je dirais. Il y a des choses avec lesquelles on reste connecté tout le temps parce que ça fait partie de notre petit jardin secret
en tant qu'acteur ou actrice. Ça fait partie vraiment de la boîte à outils, des choses dont on sait qu'elles vont pouvoir nous accompagner à tout moment. Et puis, il y a forcément aussi des choses qu'on met à distance volontairement ou bien qu'on oublie aussi. Une fois qu'on est embarqué dans l'aventure d'un tournage, il y a des aspérités, et heureusement, qui s'installent. Je dirais que dans tout film, il y a des scènes qui sont des gros rendez-vous. Alors, c'est soit parce que ce sont des scènes tout à fait spectaculaires et on sait que c'est un tournant, un twist dans l'histoire, etc. Soit parce que ce sont des scènes parfois toutes simples. Et ça, c'est très bizarre. Ce sont un peu nos monstres. Il y a des scènes comme ça qui s'imposent au-delà de leur simplicité, dans une forme de complexité ou de… Je sais pas comment expliquer ça, il faudrait que j'ai des exemples concrets. Et dans ces moments-là, avoir une référence autre qui n'est pas juste les dialogues et juste extérieur jour, intérieur nuit, etc., mais qui est quelque chose de plus dense, de plus aéré aussi. C'est vraiment… c'est très précieux. Oui, mais le truc, c'est que quand on est sur un tournage, quand on travaille en tant qu'acteur ou actrice, le maître, il y a 2 maîtres sur le tournage. D'abord le réalisateur, bien sûr, et l'autre, c'est le scénario. Ou la réalisatrice, bien sûr. Le scénario, le mot. Est-ce que le mot peut venir d'ailleurs que du scénario? Est-ce qu'il peut venir justement la scène référence? Est-ce que c'est pas un danger s'il vient d'ailleurs que ce que le réalisatrice veut vous faire, la direction dans laquelle vous ferez aller par rapport au scénario? Oui, il faut se libérer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des scènes qui peuvent fasciner parce qu'elles ont une écriture. Des scènes, je parle des livres. Ouais. Des moments littéraires qui sont d'une très grande puissance évocatrice, dont il faut savoir se libérer, parce que finalement, là où le livre est un objet, c'est l'objet ultime, c'est l'objet fini, le scénario n'est qu'un intermédiaire pour aller vers l'image. Donc, on ne peut pas devenir, entre guillemets, l'esclave de ce qui est inscrit et qui a une généalogie avec le livre. Il faut pouvoir se projeter vers l'après, qui est le film terminé. Et beaucoup de gens qui verront le film n'auront pas lu le roman en question. Donc, il faut que cet objet film puisse avoir sa vie autonome, sans être entravé par un sens trop lourd, trop profond, qui ferait obstacle, en fait, à la magie du film. Et en quoi, j'ai envie de vous poser une question, peut-être plus sur le Gondry en particulier là. En quoi le livre d'origine était une référence avec Michel? Parce que l'adaptation est énorme, il l'a mise à sa sauce, il l'a mise à son esprit, c'est vraiment un film de Gondry, c'est une adaptation de Gondry. Oui. Est-ce qu'il défendait l'œuvre d'origine? Est-ce qu'il vous disait retourner au livre, regardez, ou pas du tout? Non, parce que Michel Gondry avait choisi délibérément de ne pas relire l'œuvre originale et d'essayer de rester le plus connecté aux impressions de l'adolescent qu'il était lorsqu'il avait lu. Donc ça, c'était son désir et son travail de réalisateur. Et je dois dire que le scénario était très bien écrit par la personne, c'était un scénariste qui est aussi le producteur du film, Luc Bossy, qui a fait un travail exceptionnel, qui d'ailleurs a permis l'existence du film, parce que beaucoup d'auteurs avaient approché les ayants droit de Boris Vian et s'étaient un peu cassé la figure. Et là, devant l'évidence du scénario, la famille, les ayants droit ont accepté volontiers, parce qu'il y avait à la fois l'hommage rendu au livre, au roman, et en même temps une vraie proposition de cinéma. Et pour quelqu'un comme Gondry qui fonctionne avec des images très fortes, c'était une espèce d'évidence, je pense, pour tout le monde, qu'il soit celui qui s'en empare, parce que l'écriture du roman L'écume des jours est extrêmement imagée. C'est vraiment ce qui fait l'originalité de cette œuvre, c'est toutes les images qui sont convoquées, mais presque à chaque phrase, presque à chaque mot. Et retranscrire ça au cinéma, c'était presque une gageure. Il y a un autre exemple dans votre carrière d'adaptation, le livre est moins
important entre guillemets. C'est, je vais bien, t'en fais pas. C'est un bouquin très populaire, qui avait marché à son époque. Le film a très bien marché aussi. Moi, je me demande juste la relation qu'a le public quand c'est un livre plus populaire, plus dans l'air du temps, on va dire, qu'un classique comme L'écume des jours. On vient vous voir, on vous parle, on vous dit ce personnage que vous jouez, il est proche de ce que j'avais dans la tête. Est-ce qu'on vient vous dire ça quand le livre a été très lu? Vous voulez dire le public? Le public, bien sûr. Ouais. Oui. Alors, pour être honnête, je n'ai pas rencontré énormément de gens qui avaient lu l'œuvre une fois que le film est sorti. Mais, merci. Mais je dois dire quand même que, très bonne question, cependant. Mais bon. Que ce qui était très frappant dans l'œuvre, pardon, j'ai oublié le nom de l'auteur, ça c'est Alzheimer précoce. Olivier Adam. Voilà, merci. Olivier Adam. Dans l'œuvre d'Olivier Adam, il y avait quelque chose d'immédiatement cinématographique. Oui. Par rapport à son type de narration, par rapport au verbe, à la langue qu'il met dans ses personnages, qui ressemblaient déjà beaucoup à des dialogues, par rapport à la structure aussi de son récit. Il y avait quelque chose vraiment, on a l'impression presque que ça a été écrit pour le cinéma, sous la forme d'un roman. Et donc ça aide? Oui, je pense que ça... Alors, c'est non pas que les romans très imagés ou très décalés n'aident pas, parce que parfois c'est parce qu'ils ont ce décalage-là qu'il y a un espace supplémentaire de recréation, de recréation. Et là, il y a une forme d'évidence, mais qui peut... je dirais que le danger de ça, c'est dans l'adaptation d'aller vers quelque chose de banal. C'est un vrai risque qui, en plus, qui ressemble à un piège parce qu'il ne se voit pas forcément. Et derrière le quotidien, ce n'est pas forcément la banalité qu'on recherche. C'est l'extraordinaire dans ce qui se joue tous les jours, dans les petits gestes. Et le livre n'offre pas forcément ça. C'est immédiatement pour l'adaptation au cinéma. C'est extrêmement juste ce que vous dites et je vais aller plus loin. Moi, j'habite en Amérique. L'un des écrivains les plus populaires et les plus adaptés ici, c'est Stephen King, bien sûr. Et les meilleurs films adaptés de Stephen King s'éloignent de ses romans, ou en tous les cas, essayent de trouver une autre façon de les raconter. Donc, vous avez tout à fait raison. Ce n'était pas une question. Est-ce que vous pensez que l'actrice ou l'acteur doit faire attention à ne pas aller trop loin avec l'objet d'origine? Est-ce qu'il doit, ou alors est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il ne se dit pas au réalisateur qu'il a relu 3 fois le bouquin avant? Est-ce qu'il y a un petit côté, mais non, moi c'est le scénario, bien sûr, mais en même temps on retourne sur le bouquin et on essaie de trouver des idées. Oui, moi ça m'est arrivé parce qu'en tant qu'acteur ou actrice, on arrive à un moment du scénario qui est souvent déjà très abouti. Donc les 10, 12, 15, 20 versions qui ont été écrites, on ne les a pas. D'ailleurs, les cinéastes ne souhaitent pas forcément les partager avec nous parce que ce n'étaient pas les versions dont ils sont forcément les plus fiers. Voilà. Et du coup, cette part de choses que la personne qui a adapté le roman a maturé, a choisi de garder, puis finalement a choisi de laisser de côté, elle vient très souvent du livre, quand même. Et pouvoir retourner dans l'œuvre originale, ne serait-ce que pour... Parfois, ce n'est pas directement pour le personnage. Ça peut être pour retourner dans un moment du récit, pour retrouver la dynamique d'ensemble, reprendre élargir un petit peu le champ. Et puis, les réalisateurs, les réalisatrices oublient parfois des choses qu'ils ont pu explorer pendant l'année ou les 2 ans ou les 3 ans au cours desquels ils ont adapté le roman jusqu'à arriver à la version qui les satisfaisait. Et dans ces oublis-là, parfois, il y a des pépites. Et encore une fois, souvent, ces pépites ont été transformées à partir de la matière romanesque du livre. Donc, c'est assez magique. Et puis, moi, j'aime bien aussi cette part, parce qu'on n'est pas obligé de tout partager avec le réalisateur. Il y a aussi cette part
encore une fois, de Jardin secret, c'est notre exploration très personnelle, très subjective, qui se joue, et puis ensuite on revient avec ça sur le plateau, et le réalisateur parfois reconnaît directement ou ressent quelque chose de l'ordre du connu qui lui plaît, mais c'est pas de la magie, ça vient du livre. Et j'aime bien ça, cette tierce personne qui est le livre dans la relation entre le réal et les acteurs. Aïssa, on est entre nous, donc vous allez pouvoir me le dire. Vous l'avez fait Personne déjà nous écoute. Personne nous écoute. Vous l'avez fait déjà en cachette d'aller vers le livre sans le dire au réalisateur? Oui, alors c'est pas en cachette, c'est que je n'ai pas l'intention de lui peser avec mes recherches, avec mes besoins. J'ai depuis un certain moment et de plus en plus une vision très indépendante, très autonomisée du jeu d'acteur. Et puis, moi, je compatis beaucoup avec les réalisateurs parce qu'ils sont tellement submergés. Et puis, il faut toujours qu'ils prétendent avoir réponse à tout de suite. Et moi, je vois ça sur les plateaux, c'est les décors, les costumes, la lumière, la figure, enfin, chaque département, et c'est normal parce que tout le monde est très investi en général, voilà, très, très habité par son propre travail, et ça va très, 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 très vite. Et au milieu de tout ça, il faut que le ou la cinéaste reste connecté avec son inspiration, avec son intuition, qu'il ait le droit de se tromper, d'être dans des choses approximatives pour enfin après trouver la chose dont il est sûr. Et moi, je n'ai pas envie de peser, je veux pouvoir être un soldat autonome qui sait prendre ses décisions. Enfin, comme si j'étais mon propre lieutenant, quoi, mon propre général. Allez, allons-y. Les réalisateurs, ils sont OK là-dessus, il n'y a pas de problème? Oui, alors moi, franchement, c'est très, très rare que j'ai pas eu une relation satisfaisante sur un plateau, parce que, bon, ça m'est arrivé, hein, la magie n'opère pas tout le temps, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers les obsessions, de comprendre quelle est l'obsession initiale que je perçois, parce que je ne suis pas là pour violer l'imaginaire ou les secrets de la... Voilà. Mais à partir des éléments que je retire de nos discussions, de nos échanges, des silences parfois. Parfois, ça joue plus sur le non-dit, sur ce qui n'est pas dévoilé, ce qui n'est pas dit. C'est une vibration. Parfois, il y a une phrase qui me bouleverse, et là, je sais que je tiens quelque chose. C'est comme un psy, quoi. Je sais pas. Mais un psy qui est là pour soigner l'autre. Enfin, c'est n'importe quoi, cette image. Vous avez un divan sur le tournage? Non. Voilà, c'est ça. Allez, assieds-toi. Non, mais je dirais que c'est un travail qui repose beaucoup sur, à la fois, sur des choses antagonistes, qui sont les échanges verbaux, les mails qu'on peut s'envoyer, les séances de répétition qui n'ont pas toujours lieu, mais quand on en a avant, c'est quand même tellement de temps de gagner, tellement de qualité engrangée au préalable. Et puis, il y a, voilà, ce qui n'est pas dit, ce qui est... Je ne sais pas, quand un scénario parle d'une relation filiale, on se doute bien quand même qu'il y a un enjeu très personnel chez la personne qui a écrit et qui met en scène. Et ça, il n'est pas question de le violenter et d'arriver avec tout un tas de questions comme un intervieweur. Suivez mon regard. Mais par contre, ça peut être extrêmement inspirant. La dernière fois qu'on s'est vu, Aïssa, c'était à Sundance. C'était sur le film de chez Whittle, The Boy Who Harnessed the Wind. Je crois que c'est en français, c'est Le garçon qui dompta le vent, me semble-t-il, qui est adapté d'un roman, qui est adapté de souvenirs, de mémoire, qui est un livre très important pour plein de raisons dont on va parler là. Mais c'est aussi un travail de fou pour vous. C'est un boulot de dingue. D'abord, c'est un film en anglais et en Chéchiwa, c'est ça, je ne me trompe pas, puisque c'est au Malawi, c'est dans la langue du village dans lequel l'histoire se situe. Il a fallu que vous appreniez ça, il a fallu que vous bossiez ça, vous jouez une mère. Je crois que c'est la première fois que vous jouiez une mère d'adolescent, si je ne me trompe pas non plus. Oh non, j'ai commencé ma carrière de mère il y a bien longtemps. D'adolescent, ça va? Vous avez même une fille. Enfin, bon. Vous me paraissez un peu jeune, mais bon. Et puis en plus, il y a une responsabilité qui est
du fait de l'histoire, même si c'est un film pour la jeunesse, même si c'est un film d'inspiration, même si c'est, comme on appelle ici, un feel-good movie, c'est un film extrêmement politique parce qu'il décrit une histoire sur le Malawi qu'on n'a pas l'habitude de voir en Amérique et c'est destiné au marché international. C'est un film anglais, mais qui est passé sur Netflix après, qui a un gros succès sur Netflix en plus. Donc voilà. Est-ce que quand on a un boulot aussi dingue, parce que j'imagine à quel point c'était un film dingue pour vous, est-ce qu'on a le temps de se dire l'adaptation, la responsabilité, tout ça, ou alors est-ce qu'on est la tête dans le guidon et on bosse? Ça en fait partie. La responsabilité, même si on est complètement la tête dans le guidon. Et d'ailleurs, je dirais que ça a commencé bien avant le tournage ou la préparation. Ça a commencé au moment des essais, puisque les premiers essais se sont faits en anglais, dans la langue que Chiwetel Ejiofor connaît, enfin c'est sa langue. Et les essais suivants se sont faits en Chichewa, donc une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Et ne serait-ce que pour des essais, voilà, c'est 2, 3, 4 pages, arriver à quelque chose de... Alors, il y a l'accent, évidemment, il y a l'aisance, le fait de pouvoir à la fois dire ces mots dans une langue qu'on ne connaît pas de façon phonétique et puis jouer, évidemment, les scènes. Et il y a la troisième chose qui n'est pas des moindres, qui est la vélocité. La vélocité. Parce que, oui, la rapidité avec laquelle on arrive à enchaîner toutes ces syllabes comme si c'était vraiment notre langue. Et ça, c'est vraiment le truc ultime, c'est d'arriver à gagner en vitesse au fur et à mesure, avec la mémoire qui s'accélère dans le rythme. Et ça ne s'arrête qu'à la fin du tournage, une fois qu'on a été choisi pour le rôle. C'est totalement épuisant. Donc forcément, ça demande un don de soi supplémentaire, et c'est beaucoup de temps. Ouais, c'est beaucoup de travail. Et ça dépend aussi parce que c'est un travail qu'on fait avec un ou une coach, et ça dépend vraiment de l'alchimie qui existe entre cette personne qui vous entraîne et vous. Et je dirais, là, je voudrais rendre un tout petit hommage à Moufou Maga, qui est donc prof d'université au Malawi, prof de théâtre, et qui a été mon coach pour cette aventure. Et c'est vraiment un rôle clé. Parce qu'au-delà de la phonétique, au-delà des mots, si cette personne vous transmet une langue qui est la sienne, elle vous transmet également sa culture. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe ni dans le scénario, ni dans le livre. Pas directement, en tout cas. Toutes ces nuances autour d'une phrase, d'une locution, la façon dont on utilise le genre ou non, comment le passé, le présent, le futur sont articulés dans une langue. Tout ça, ce sont des accès directs à de la culture et aux souvenirs de la personne qui vous entraîne. Donc, vous rentrez aussi dans son monde, et c'est avant même le réalisateur ou la réalisatrice, c'est votre premier interlocuteur, et il faut que la magie opère, parce que sinon, ça peut pas marcher. Ouais, je crois que ça a marché. Moi, il y a une scène dans le film qui est très, très belle. C'est quand vous parlez à votre fille qui s'en va, qui menace de partir. Il y a tout le poids de ce que c'est être une femme dans un village en Afrique qui arrive là, dans cette conversation entre une jeune femme et sa mère. Et ouais, la culture est là, quoi. Comment vous êtes arrivé à ça, quoi? C'est hallucinant. Je dirais que dans le livre, évidemment, la question de la famine que va traverser cette famille, elle est énorme. Elle était énorme également dans le scénario. C'est un scénario qui était très, très bien construit dans sa progression et dans la dynamique familiale en évolution au fur et à mesure que l'étau se resserre, et au fur et à mesure aussi que l'espoir, à travers notre enfant dans le film, qui est un petit génie, au fur et à mesure que cet espoir arrive, voilà, dans cette dynamique familiale, il y a des gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Et il y avait quelque chose comme ça d'extrêmement émouvant, de très, très émouvant. Et pour revenir à la question de la responsabilité, on tournait quand même dans le village où l'histoire réelle s'est passée. Donc moi, tous les matins, j'allais dire « Good morning, how are you ?» au vrai personnage de la maman, Agnès Kamkwamba, qui est une femme très tranquille, mais qui pour moi est une héroïne des temps modernes. Mais c'est fou, ça, de se retrouver devant son personnage tous les matins. Oui, c'était... franchement, ça force à l'humilité. Ça force vraiment à l'humilité. Et à la trouille aussi, je suppose, non? Pardon?
La trouille aussi, on a peur Alors, de la la victoire. trouille, j'avais pas trop la trouille parce que, bizarrement, le fait d'ajouter au travail de préparation des scènes tout ce travail sur la langue, non, c'est faux, j'avais vraiment la trouille, en fait. Je dis n'importe quoi. Non, j'avais vraiment la trouille, mais en même temps, je me sentais très préparée. Vraiment très préparée, comme on ne l'est que très rarement. J'imagine que c'est comme jouer le rôle d'un boxeur ou d'une boxeuse. Il y a ce supplément de travail physique et psychologique autour du dépassement physique qui fait qu'on est quand même habité par ça et on se sent baqué quoi, dans le travail. Et surtout, cette femme, pour moi, imaginer qu'elle était passée par toutes ces étapes de vie, toute cette adversité, avec autant de dignité et en gardant la vision, une vision vraiment d'excellence pour ses enfants, tout en étant privée de tout. Et ça, pour moi, la figure maternelle comme ça, presque matriarcale, elle est extrêmement puissante et surtout, elle dépasse les frontières. Ça existe dans toutes les cultures, tous les continents, toutes les époques. Cette figure de la mère forte, de la louve, qui est prête à tout pour ses enfants, y compris à être très, très dure dans la scène dont vous parliez tout à l'heure, où elle dit, je spoil, ouais. Bon, le film est sorti il y a 3 ans, tout le monde l'a vu sur Oui, Netflix. ça va. Mais il y a Ceux peut-être qui des l'ont gens pas qui vu, l'ont bougez-vous pas vu. les oreilles, revenez dans 2 secondes. Où elle dit à sa fille, je pourrais me couper le bras pour te donner à manger. C'est merveilleux, c'est très, très Et émouvant. voilà, c'est la figure sacrificielle. Enfin, moi, j'ai jamais été confrontée à ces extrémités-là. J'ai pas connu la famine, j'ai pas connu la faim, j'ai pas connu la soif. Enfin, j'ai une vie tout à fait privilégiée, mais ayant un background ouest-africain et une famille qui a vécu une sécheresse terrible en 1974, et donc c'est des récits que j'ai entendus, ce sont des choses. Et quelque part, à la fois avoir le livre, le scénario, un réalisateur en la personne de Chiwetel Ejiofor, qui lui aussi, Un film en plus pour lui. c'est son premier long métrage, et être placé dans ce village-là avec les vrais personnages, tout ça, tout devient un outil, tout devient source d'inspiration. Juste une petite parenthèse, on continue à recevoir des questions, n'hésitez pas, on les pose en fin de panel dans une dizaine de minutes. Continuons sur ce film-là parce que c'est une adaptation, pour ceux qui ne l'auraient pas vu très très vite, c'est l'histoire d'un adolescent qui va sauver son village grâce en fabriquant un moulin à vent qui va permettre l'irrigation des champs au Malawi en pleine crise. Un moulin hydroélectrique. Hydroélectrique, oui. Pardon, c'est mon fils. Ok. Et cette histoire de cet adolescent qui deviendra plus tard ingénieur, qui fera des études aux États-Unis et qui racontera ça dans ses mémoires. Le film est adapté de ces mémoires-là. Il y a une dimension extrêmement politique au film, il y a une dimension extrêmement globale économique, si on veut appeler ça comme ça. Plein de gamins, j'ai revu le film ce week-end avec mon fils, il a vu l'histoire du Malawi, il ne connaissait pas, tout simplement. Donc, oui, bien sûr. Après, il s'est intéressé, il a regardé à droite, à gauche. Il y a cette responsabilité-là quand on est dans une adaptation d'une histoire vraie qui a des conséquences et des échos politiques, des échos dans la globalité économique et géopolitique. On y pense, ça, quand on bosse? Est-ce qu'on s'en rend compte avant, s'en rend compte après? On en parle avec le réalisateur? Comment ça rentre dans le travail? C'était très visible dans le scénario, vraiment le lien entre l'histoire personnelle des membres de cette famille et la dimension politique et même géopolitique. Et tout ça est très, très harmonieusement raconté. Il y a une forme d'évidence, ce n'est pas poussif et démonstratif, il y a vraiment quelque chose qui était très, très incarné, toujours. C'est une des choses qui m'a énormément plu dans ce scénario. Et en parlant de responsabilité, oui, évidemment, parce que la perception qu'on peut avoir du continent africain, des Africains et des Noirs par extension, est assez problématique. Aujourd'hui, ça nous explose au visage parce que la question, à travers la question des violences policières et de la considération ou non des corps noirs à travers les continents et les siècles. Mais il y a, je ne sais plus, il y a combien de... Enfin, on a tourné il y a 3 ans, je crois. En 2017, c'est ça? Oui, ça doit être ça. En 2018 à Sundance, donc oui. Voilà, à ce moment-là, et encore plus aujourd'hui, j'imagine, je me disais,
voilà une occasion rare de pouvoir donner à voir de l'intérieur d'une famille et non pas de l'extérieur comme on a tendance parfois à regarder le continent africain dans ses souffrances, sa misère. Et finalement, de façon presque un petit peu détachée, on décompte le nombre de migrants morts dans la Méditerranée et on passe à autre chose et c'est presque banalisé. Non, là, il y avait dans ce film la possibilité de raconter à travers des personnages auxquels on peut s'identifier et dans une production très bien menée, voilà, dans les codes aussi de narration qui fait que le film peut avoir un standard, atteindre un standard international, de raconter ce que peuvent vivre des êtres humains qui se trouvent être nés sur un continent qui est le continent africain et qui se trouvent devoir faire face à des choses qui sont insensées aujourd'hui. Donc moi, il était question pour moi de montrer, en étant le plus fidèle possible à l'histoire, ce qu'était cette famille, mais il y a aussi cette dimension supplémentaire où je sais que les gens qui vont regarder, si l'histoire leur plaît, vont être accrochés et que leur perception va pouvoir un petit peu bouger. Et quand un scénario, alors moi je ne cherche pas à faire que des films engagés, j'aime aussi, bon j'aime quand ça a du sens, hein, clairement, mais j'aime aussi les comédies légères, les comédies romantiques, mais c'est vrai que quand le cinéma, quand la fiction propose un miroir comme ça, avec une force d'évocation qui permet de déplacer le regard, de faire réfléchir autrement, de changer la perception, moi, je me sens vraiment comblée et j'ai l'impression d'être à ma place. Oui, et puis c'est vraiment ça l'adaptation. C'est-à-dire que quand on va lire le livre d'origine, on va chercher le livre, on va vers le livre. Mais quand on appuie sur un bouton sur Netflix et qu'on tombe sur ce film-là en se disant « Tiens, je regarderais bien ça ce soir », Oui. à un moment, ouf, vous allez, vous les acteurs, vous les réalisateurs, vous les actrices, vous les réalisatrices, vous allez nous faire vivre, à nous, ce que vous venez de dire à l'instant, nous montrer ce que c'est la vie au Malawi à cette époque, dans ce petit village. On va la partager pendant 2 heures. Vous êtes d'accord avec moi si je dis que c'est ça aussi le boulot de l'adaptation? Oui, c'est d'ouvrir un espace qui devient un monde en soi, dans lequel le spectateur va se projeter, dans lequel il va être embarqué par l'histoire, dans lequel il va vibrer, dans lequel il va... Et c'est un rendez-vous différent de celui d'avec un livre, d'avec un roman, mais parfois ça peut être extrêmement puissant aussi. Ah oui, bien sûr, oui. Puisqu'on est dans les livres, on va parler du vôtre. Noir n'est pas mon métier. En 2 mots, si vous pouviez le résumer pour ceux qui ne le connaissent pas et qui nous regardent maintenant. Donc, en tant qu'actrice française, j'ai expérimenté depuis mes débuts la difficulté que c'était de ne pas être blanche dans mon pays, à travers les rôles qu'on me proposait, stéréotypés souvent, ou les rôles qu'on ne me proposait pas parce qu'on considérait que je ne pouvais pas les incarner. Et pendant plus de 2 décennies, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé avec beaucoup de cinéastes, j'ai continué à me battre tout le temps pour avoir une carrière qui pouvait me satisfaire. Et en même temps, j'étais un témoin un peu gêné de ce que je voyais se perpétuer dans le cinéma français. Et donc, j'ai décidé, au bout d'un moment, non plus de parler de ce sujet-là de façon personnelle au moment des promotions de films, mais d'en parler à travers un livre. Donc, j'ai invité 15 actrices noires, métisses, françaises, à écrire chacune un témoignage. Chacune a pris la plume pour raconter une partie de son voyage dans le cinéma ou la fiction, la télévision en France. Et ça a donné donc naissance à ce livre, dont le titre est tiré du témoignage de Rachel Kahn, qui est l'une des actrices. Et donc, ça s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». C'est sorti il y a 2 ans et demi, en 2018. Ça a eu un retentissement assez fort en France. Et très vite, j'ai su qu'au-delà du livre, il devait se passer quelque chose. Parce que le livre, c'est un constat. Et c'est un constat choral. Nous sommes 16. On a emmené le livre jusqu'aux marches du Festival de Cannes face aux journalistes du monde entier
pour dire combien on souhaitait que ça change. Et donc, très vite, s'est imposée l'idée de faire non pas une fiction, mais un documentaire que je co-réalise avec Isabelle Simeoni, que j'ai laissé là en salle de montage. Oui, il faut qu'elle travaille un petit peu, Isabelle. On l'embrasse. Et donc, avec Isabelle, on a écrit une enquête qui se déroule donc au-delà du constat du livre, qui était un constat important à faire, qui est une enquête qu'on a tournée aux États-Unis, au Brésil et en France. Donc, on a rencontré des gens de l'industrie et toujours à travers l'expérience des femmes noires. Et pourquoi les femmes noires? Parce que nous sommes des femmes et que nous ne sommes pas blanches et que cette expérience intersectionnelle qui fait qu'on appartient à deux minorités, au moins, selon les identités mélangées de chacune, ça permet en fait d'ouvrir sur l'altérité, plus généralement, au-delà de la question des Noirs et des femmes, sur ce que c'est que composer une société diverse, ce que c'est que donner sa chance, inclure tous les talents. Et on a rencontré des gens incroyables, à commencer par Ava DuVernay ou Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther aux États-Unis, ou Thaïs Araújo, qui est une actrice éminemment connue au Brésil. Les actrices du livre « Noir n'est pas mon métier » sont aussi dans le film, on y tenait beaucoup. Et ça a été incroyable de ne pas focaliser uniquement sur le cas français, de ne pas se satisfaire uniquement de la comparaison qui marche ou non d'ailleurs entre la France et les États-Unis, mais le fait d'inclure le Brésil, qui est le pays où il y a le plus d'afrodescendants au monde, hors du continent africain, ça a ajouté quelque chose de très fort à cette discussion. Est-ce que y a une question de Virginie Legour qui nous suit et qui demande que nous réservez-vous pour l'adaptation de votre livre? Je vais aller un petit peu plus loin. Moi, est-ce que en filmant tous ces témoignages, en rencontrant tous ceux qui feront partie de votre documentaire, est-ce qu'il y a des points communs dans les griefs que les actrices subissent, ou est-ce qu'il y a des choses que vous rencontrez toutes, quel que soit le pays? C'est la même histoire. Et c'est le fruit de la même histoire. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais à des échelles différentes. La France, les États-Unis, le Brésil sont parmi les trois plus grosses puissances négrières, comme on dit, des puissances coloniales, qui ont développé un mépris des corps noirs pour pouvoir en faire une marchandise. Et cette histoire-là, elle n'est pas soldée dans aucun de ces trois pays. En France, qui est le pays que je connais le mieux, évidemment, puisque c'est là que j'ai grandi, c'est là que je vis, il y a une sorte de contentieux qui est... J'aimerais qu'on puisse en parler de façon apaisée, parce qu'aucune des personnes qui vit aujourd'hui n'est responsable de la traite transatlantique. Pour autant, on a une responsabilité aujourd'hui, puisque les effets sont encore visibles en termes de ségrégation, en termes de violence policière, et la liste est assez longue, malheureusement. Au Brésil, les Noirs sont une majorité, contrairement aux États-Unis. Ils sont majoritaires en nombre. Aux États-Unis ou en France, ça n'est pas le cas, et pourtant ils sont traités comme une minorité, parce que, encore une fois, il y a une perpétuation à la fois des privilèges et à la fois des discriminations, du rejet, tout simplement. Et les États-Unis sont en tête. Les États-Unis caracolent en termes de lutte pour les droits, de lutte pour l'égalité, en termes également de capacité de médiatisation de ces luttes, et en termes de rôle modèle. Ils sont nombreux, ce sont des hommes, des femmes, il y en a eu dans le passé, on les connaît, certains existent aujourd'hui, et ils sont vraiment à la pointe. Et ce qui est frappant aussi, c'est que quel que soit le niveau de la carrière dans lequel on est, c'est très rare de se taire, ou en tout cas de ne pas faire un constat qui est assez amer. Et quand on voit Viola Davis, qui continue à se battre là où elle est, parce qu'elle considère, puis les chiffres sont là aux États-Unis pour étayer ce qu'elle dit, ce qui n'est pas le cas en France, puisque les statistiques ethniques sont interdites, elle peut affirmer qu'en tant que femme noire, elle est très connue, c'est Viola Davis, et pourtant elle est moins bien payée que ses consoeurs à notoriété et à talent égaux. Donc oui, c'est un sujet qui est... Mais je le savais avant d'écrire le livre, puisque depuis toute jeune, je lis les interviews de certaines des actrices que j'admire. Et très jeune, j'ai pu être étonnée, mais je suis tombée de ma chaise quand
je lisais des interviews d'actrices américaines, elles disaient la même chose que nous en France. Alors que vu de France, on avait l'impression qu'elles étaient waouh. Voilà, donc c'est une conversation qui est internationale maintenant et qui, dans laquelle les activistes et même l'opinion publique de plus en plus devient exigeante. On a envie de voir du changement concret, réel et surtout de l'égalité. Il y a un truc qui est très, très juste dans ce que vous dites, il y en a plein, mais celui-là particulièrement, c'est le passé. C'est-à-dire que je sais, parce qu'on en a parlé, je me rappelle à l'époque de Cannes sur les marches, très très vite, mais on en avait parlé, vous disiez à l'époque qu'il n'y aura pas de progrès tant qu'on n'aura pas, en gros, hein, je résume, tant qu'on n'aura pas digéré le passé. Moi, j'habite en Amérique où la question de l'acceptation de la digestion du passé, de bâton passé à cette étape-là et l'a commencé, et on est en plein dedans, quoi. Le mouvement Black Lives Matter, c'est malheureusement en plein dedans. Et je voudrais revenir sur le cinéma. J'ai fait pas mal de sujets sur Black Lives Matter qui étaient recentrés sur le cinéma, parce que c'est un petit peu mon domaine. Et évidemment, les histoires de Autant en emporte le vent et compagnie. Il ne serait pas temps de réadapter ces romans-là, de réadapter ces histoires-là en les mettant au goût du jour. Est-ce qu'on peut envisager, là je vais avoir des milliards de messages de gens qui vont me tomber dessus, mais tant pis, un Autant en emporte le vent conscient du temps dans lequel on est? Est-ce qu'on ne referait pas un Autant en emporte le vent avec, je ne sais pas moi, Ryan Gosling, Rooney Mara ou des gens comme ça, qui prendraient en compte l'époque dans laquelle on vit? N'est-il pas temps de réadapter la culture pour la mettre dans l'air du temps, pour la mettre dans une façon plus humaniste de voir les choses? Pour moi, c'est une idée de génie. Merci, c'est gentil. Non, mais vraiment, sans flagornerie, parce qu'on est dans un moment où on déboulonne, les statues, et je suis d'ailleurs tout à fait pour, non pas pour qu'elles disparaissent, mais parce que leur place n'est pas forcément dans l'espace public sans contextualisation. Ça paraît, ça me paraît dingue, hein, de faire hommage à travers des statues, des œuvres qui sont installées vraiment dans l'espace public à des personnes qui ont bénéficié de la traite négrière ou qui en ont fait l'apologie, et que cela soit de l'ordre du non-dit. Ça me paraît complètement fou, surtout dans un pays, je connais évidemment moins les États-Unis, mais dans un pays comme la France, dans lequel le devoir de mémoire occupe l'espace public depuis si longtemps, ça me paraît trop contradictoire, trop voilà. Le film Autant en emporte le vent, alors moi je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu quand j'avais 12 ans, sans doute croyais-je encore au prince charmant. J'ai trouvé que c'était une histoire magnifique. Évidemment, ce n'est pas dans le rôle de Mama que je m'identifiais, c'était dans le rôle interprété par Vivien Leigh. Et puis je l'ai revu quand je vais avoir 15 ou 16 ans. Et là, j'ai pris une claque magistrale parce que j'ai compris. J'avais grandi, j'étais un peu plus aware, un peu plus consciente. Et j'ai compris que c'était un film qui faisait l'apologie de l'esclavage. Et ça a été très dur pour moi à avaler. À la fois le fait d'avoir pu aimer ce film quelques années plus tôt lorsque j'avais 12 ans, mais aussi le fait que ce film passe tous les ans à Noël comme si c'était positif. Et alors ça m'a habité pendant des années. Et pour autant, je ne pense pas qu'il faille censurer ce genre de films. Ils sont là et c'est bien qu'ils existent, qu'on puisse en parler, etc. Mais faire des adaptations plus décalées, proposer de revisiter l'histoire à travers peut-être le point de vue d'un autre personnage, passer de l'autre côté du miroir, moi je trouve que c'est une idée, j'espère que ce sera fait. On termine le panel, on se rappelle, on l'écrit? Allez, c'est parti. Non, mais ce que vous dites, je vais l'avouer très franchement, j'ai interviewé Leonard Franklin. Leonard Franklin, ici, c'est un personnage essentiel, c'est le directeur de la Blacklist. La Blacklist, ce sont ces scénarios qui ne sont pas achetés, mais qui sont mis en avant, et puis après, les producteurs les attrapent et les adaptent. Et c'est un type vraiment important. Il est black, on va parler c'est à l'époque de Autant en emporte le vent. Je lui ai dit très franchement et très bêtement, je l'avoue, je n'ai pas compris, je ne comprenais pas et tout ça. Il m'a dit très simplement, vous n'êtes pas black. Vous n'avez pas cette image-là, vous n'avez pas ce renvoi-là. Et j'ai compris. Voilà. Pardon, moi, je n'ai pas compris pour le coup.
il m'a dit, quand je lui ai dit que je ne voyais pas pourquoi c'était tant devenu une affaire, il me dit, vous êtes blanc, tout simplement. Oh non, Et, je ne pense pas que ça se résume à une question noir-blanc. Je pense que c'est une question de prise de conscience. Et bien la sûr, prise de conscience, elle dépasse évidemment, heureusement, la question de la couleur de la peau. Et c'est pour ça que c'est tellement important de discuter et de se rendre compte qu'on est des alliés. C'est en tous les cas une histoire. L'adaptation, le shoot the book, c'est évidemment un projet, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on retravaille les images, on retravaille les façons de percevoir, de se percevoir les uns les autres, et peut-être raconter les histoires différemment, ça peut aller vers ça. Donc. Tout à fait. J'ai hâte de voir le film. Vous en êtes où dans le film là? Vous êtes en plein montage, c'est ça? Oui, on est en fin de montage image. Et Isabelle fait un autre film sur Jean-Michel Basquiat, un documentaire, et moi je fais un autre documentaire de mon côté, tourné au Niger sur la question de l'eau et du réchauffement climatique. Et actrice un petit peu quand même ou pas? Oui, en 2021, je reprends mes activités, je retourne à la récré. Ça va, alors. On va aller sur les questions de ceux qui nous regardent. Alors, c'est Léa Duperron qui nous demande: comme vous l'avez dit précédemment, Madame Maïga, le film adapté d'un livre-roman doit être autonome, une création en elle-même. Comment ne pas négliger l'écrivain? C'est pas bête ça. Le travail fait par celui-ci. Pensez-vous que beaucoup de livres adaptés au cinéma ont été oubliés par le film en lui-même? C'est-à-dire, c'est possible. Alors, je n'ai pas une culture des adaptations assez large, mais j'imagine que certains livres ont dû éclipser une œuvre. Et j'imagine que quand l'œuvre n'est pas célèbre au préalable et qu'elle ne devient pas à partir du succès du film, cette forme d'anonymat peut paraître une injustice. Mais honnêtement, je ne connais pas assez d'exemples. Il n'y en a d'ailleurs aucun qui me vient là tout de suite. Je ne vais pas pouvoir vous aider, j'en ai pas non plus. On va continuer, on va revenir sur votre livre, puisque Leslie Keloferkem, pardon si je le prononce mal, nous demande: qu'est-ce qui a changé dans l'industrie du cinéma français depuis la publication de votre livre? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'il y a eu une réflexion concernant l'inclusion et la diversité? Je dirais que l'impact du livre, il s'est mesuré auprès des journalistes, qui étaient, l'accueil médiatique a été hallucinant, très fort, auprès du public. Je pense que beaucoup des gens qui ont lu le livre ont regardé les films différemment et ont regardé la composition des castings différemment, la façon dont on distribuait les rôles, à qui, pourquoi, comment. Dans le métier, c'est une discussion qui a commencé bien avant le livre. On n'a pas la prétention d'avoir apporté un éclairage qui n'avait jamais été fait. Non, c'est une discussion qui existe depuis longtemps, depuis, je dirais, plus de deux décennies, de façon assez constante en France. Mais moi, je n'ai pas mesuré de très grands changements et surtout, je n'en attendais pas. Ah oui? Non, je ne pensais pas, à aucun moment je me suis dit que ce livre aurait cette vertu. Pour moi, c'est un élément supplémentaire apporté dans cette discussion, qui est le point de vue de ces femmes-là, à un moment donné. Elles ont des âges différents, elles viennent de backgrounds socioculturels, religieux différents. Et pour moi, c'est une pierre apportée à l'édifice. Ce qui peut véritablement changer les choses, moi, je crois plus en l'activisme au premier degré, au fait de se confronter à des discussions ou de provoquer tout simplement ces discussions avec notamment les décideurs dans le métier, qui ont un rôle central et qu'on n'entend pas sur ces questions-là. Ou alors, je ne suis pas au courant. Mais moi, j'attends ce moment où des personnes très influentes qui ne subissent pas directement ces discriminations-là, mais qui sont en position de pouvoir, prennent la parole. Alors aujourd'hui, Delphine Ernotte, qui dirige France Télévisions, donc la télévision publique française, qui a été reconduite dans son mandat, qui a un premier mandat qui a été vraiment axé sur la parité, déclare que c'est la diversité, donc j'imagine la diversité ethnique également, qui va devenir le sujet prioritaire. Mais je pense qu'il faut que les décideurs prennent la parole, il faut qu'ils s'engagent, moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens racistes dans le cinéma. Je pense qu'il y a des réflexes qui sont des réflexes hérités et qu'on va plus facilement, parfois même sans se poser la question, distribuer telle personne de
ethnie, entre guillemets, dans tel type de rôle, stéréotypé, négatif, etc. Mais je vois aussi que de plus en plus, les gens se posent la question et les castings commencent à être un peu plus mélangés. Et il faut que ça aille plus loin, il faut que ça se banalise. Parce que le cinéma ne peut pas renvoyer une image négative ou problématique d'un pan de la société qui est en plus de plus en plus important en termes numériques. Et je crois enfin, il n'y a qu'à Faucon, mais ce n'est pas si facile à faire. Mais aujourd'hui, il serait, je pense, très inspirant pour beaucoup de gens qu'une figure, deux figures, plusieurs figures réunies, pourquoi pas, prennent la parole sur ce sujet-là, en disant « moi, je dirige tel studio et je considère que ça n'est pas normal qu'il y ait une monochromie blanche devant la caméra. Je considère que dans les projets qu'on fait, derrière la caméra aussi, il faut que ce soit mélangé, il faut que ce soit paritaire, il faut qu'il y ait des personnes porteuses de handicap, il faut que la question de l'orientation ou de l'identité de genre, enfin de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre soit dépassée, que les personnes transgenres dont on sait qu'elles accèdent très difficilement au marché du travail puissent accéder au poste derrière la caméra. Il faut que dans les productions également, ça se mélange. Quand on arrive dans son bureau le matin ou au cours de la journée et qu'à un moment on y pense, comment ne pas être gêné? Comment se dire qu'il n'y a pas un biais cognitif, un biais intellectuel qui fait qu'on est dans l'entre-soi ethnique blanc en France, qui est un pays métissé? Et moi, je pense qu'il faut que cette question, elle soit prise à bras-le-corps, pas uniquement par les personnes qui le subissent. Il y a tout ça, et puis il y a aussi les histoires. Vous avez parlé de Ava DuVernay tout à l'heure. C'est quelqu'un qui se bat énormément pour qu'on raconte des histoires diverses avec des personnages de toutes les couleurs. Elle est là à fond là-dedans. Je sais que dans le cinéma américain, il y a d'autres personnes. Et puis tout simplement, économiquement parlant, ici où c'est en Amérique, donc on est business, plus l'histoire est diverse, plus il y a de monde qui la regarde. C'est aussi bête que ça. Est-ce qu'on en est conscient en France? Est-ce qu'on va vers ça aussi, vers la diversité de l'histoire? Je pense qu'on en est conscient puisque on le lit dans la presse. Les gens le disent on le sait. On sait qu'il y a un rapport direct entre la diversité des histoires, la diversité des castings et le succès et donc forcément le business, la rentabilité. Mais il y a un shift culturel à faire. Parce qu'il les producteurs français ne sont pas différents des autres. Ils ont envie de faire des succès, ils ont envie de faire des films qui marchent. Ils ne le font pas tous uniquement pour ça. Mais il y a cette dimension voilà, que le film, que le projet, que la série rencontre son public, elle existe ici. Et pourtant, on a encore du mal. Ça veut bien dire qu'il y a une sorte de chose à débloquer dans l'esprit. Et parfois, si on n'arrive pas à le faire naturellement, il faut trouver des moyens, des outils pour mettre ça en place. Et ça peut passer par les directeurs de casting qui ont une créativité débordante et qui ont très envie de proposer des rôles plus diversifiés, de toutes les couleurs, avec différents accents, avec différents physiques, proposer parfois des hommes à la place des femmes, mettre en avant aussi des femmes de plus de 50 ans. On sait qu'elles disparaissent, elles rentrent dans un tunnel, on les retrouve quand elles sont en toute fin. Enfin, bref, c'est horrible. Et ça peut être une chose parmi d'autres, mais ça peut être aussi faire appel à des gens qui, en interne, vont venir vous aider à dépasser ces questions-là. Aïssa, on arrive au bout. Il ne reste plus qu'une toute petite minute. Juste pour terminer, l'outil dont vous parlez, l'outil qui pourrait tout déclencher, peut-être le livre, en fait. C'est peut-être l'idée de l'écrivain d'origine qui va devenir film, qui va pousser à d'autres films, qui va pousser à d'autres histoires, qui va pousser à ça. Exactement, ça peut être une voie. Exactement, c'est cette voie-là, la voie d'origine. Vous la recherchez, vous la regardez, vous faites partie des gens qui cherchent ces voies d'origine dans l'histoire d'origine, dans les livres d'origine, dans l'idée. Est-ce qu'en France, en ce moment, il y a un mouvement qui pousse à chercher la différence, la diversité dans l'idée d'origine? Il y a, je pense, la volonté, parce qu'il y a eu aussi certains succès comme le film Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, qui a été coécrit par Jean-Pascal Zadi, son co-réalisateur, et un scénariste qui s'appelle, j'ai honte, qui est d'origine nord-africaine. Voilà, j'ai oublié son nom, j'ai honte, alors que je le connais. On va le retrouver. Il me pardonnera.
Et on voit bien que dans une histoire, bon là, il s'agit d'une comédie très populaire, Très qui drôle, reste en moins très engagée, qui est très drôle. Et donc, je pense qu'il y a, à travers l'exemplarité de films comme ça, l'envie chez des producteurs, des financiers, de trouver d'autres scénarios. Enfin, j'imagine, mais ça repose sur une impression, c'est très subjectif. Kamek Gemra, il s'appelle. Kamek Gemra, merci. Donc ça bouge, c'est en train de bouger. De toute façon, ça bouge. Par le simple fait qu'on en parle, ça veut dire, si on en parle, ça veut dire forcément que ça déclenche peut-être des crispations d'un certain côté, mais aussi des prises de conscience, des volontés, du courage, de l'envie. Donc oui, moi, franchement, je suis très optimiste et aussi un brin impatiente. Voilà. Nous sommes tous. Aïssa, c'était un bonheur cette discussion avec vous. Partagez. Merci infiniment. Je voulais remercier les équipes de Shoot the Book ALA, de Unifrance, tous ceux qui ont participé à ce panel, qui ont démarré tout ça. Juste pour vous dire, merci beaucoup Aïssa. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Pardon, je n'ai pas pu poser toutes les questions, mais merci à vous tous. Merci de m'avoir reçu. Merci pour cet espace de parole, de partage. Merci à Shoot the Book. Merci à Unifrance. Merci à l'ambassade de France aux États-Unis. Merci à toi, Didier. Et merci à tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait du monde, mais merci d'avoir été parmi nous pour nous regarder. Il y a beaucoup de monde, ouais. Et puis nous, on se rappelle pour écrire Autant en emporte le vent version 2. Allez, c'est parti, à tout de suite. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne soirée, bonne journée. Bonne journée, bonne soirée. Bye.